Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Aujourd'hui, mon invité, je suis tout spécialement heureux de vous le présenter. Plutôt homme de l'ombre, voilà des années qu'il a aidé des générations d'artistes à entrer dans la lumière. Passionné de musique, cofondateur du premier grand festival musical Made in France en 1979, il est aujourd'hui à la tête de Morgan Productions, l'une des plus importantes sociétés de production audiovisuelle, et directeur de deux festivals incontournables, le Printemps de Bourges et les Francopholies. C'est Gérard Pont qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Gérard, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Je suis très heureux d'être là. Écoutez, nous c'est un plaisir de vous recevoir. On se sent comment à la veille du 40e anniversaire des Franco ? Ah, c'est des dates un peu charnières. C'est à la fois la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Ensuite, il y a toujours un peu d'appréhension. Ça fait partie de... Vous savez, c'est une succession de coups, je dirais. Un festival, c'est des coups de foudre, des coups de main, des coups de soleil, et des fois des coups durs. Donc j'espère que là, ça ne sera que des coups de soleil. Vous parlez d'une passe qui se tourne, on va l'expliquer pour nos auditeurs. C'est la dernière année où vous serez directeur des Franco. C'est-à-dire qu'on vous verra toujours en trottinette et en motocyclette. Justement, non. C'est-à-dire que j'ai succédé à Jean-Louis Foulquier à sa demande, qui était le fondateur et créateur des Francopholies. Et au bout de 20 ans, il a décidé de passer la main. Et je trouve que c'était courageux de sa part. J'en suis encore plus conscient aujourd'hui qu'il passer la main, lui, c'était son bébé. Moi, j'étais le bébé d'adoption, mais même un bébé d'adoption, c'est pas facile. Et je pense que c'est bien. C'est que je pense qu'il faut avoir le courage et la force de passer la main à des jeunes gens et des jeunes filles qui aujourd'hui ont mon âge que l'âge que j'avais quand il y a 20 ans et qui sont en phase avec le public, avec les nouveaux. Le monde a changé, moi moins. Oui, donc il faut que du sang neuf. Les organisateurs sont en phase avec l'époque et voilà, j'ai fait 20 ans, c'est déjà formidable, ça a changé ma vie et je suis très... Alors je reste président, vous savez, les présidents, ils ont rarement beaucoup d'importance. Enfin, vous serez toujours à La Rochelle entre le 10 et le 14 juillet. C'est ça qui est formidable, c'est que je vais être... ils vont vous inviter. J'espère. Je vais être VIP sans contrainte et sans contrepartie. Gérard, je vais pouvoir aller voir les concerts. Gérard, on est à quelques jours là, du début des Franco. Mettez-nous un petit polo à la bouche pour ceux qui n'auraient pas encore pris leur billet de train pour venir le week-end prochain. Alors d'abord, c'est complet, mais c'est quand même une programmation de ouf, quoi. Tous les artistes sont présents, Sting, Dao, Obispo. Alors Obispo qui revient, je crois qu'il n'était pas venu depuis 20 ans. Oui, voilà, il revient. Voilà, Bruel, j'ai vu Bruel aussi. Gaëtan Roussel fait une création, les Souchons qui viendront, j'espère, avec Woolsey. En tout cas, j'ai demandé à Laurent Woolsey de venir faire une chanson avec les Souchons, Hubert Félix Stéphane qui était lors de la première édition. Enfin, il y a 100 spectacles, je ne vais pas vous les citer tous, mais voilà. Et puis il y a aussi des gens comme Nicolas Perrac, par exemple. Je suis très heureux de... Ça, on en reparlera. Vous avez toujours une fidélité aux gens que vous avez écoutés lorsque vous étiez adolescent. Absolument. Vous ne les avez jamais oubliés. Jamais. Il y a toujours une programmation à vous, une programmation dans les Francopholies. Je me rappelle avoir vu Charles Dumont aux Francopholies. Voilà, il n'y a que vous pour faire ce genre de choses. J'appelle mes collections particulières parce qu'il y a Jean Guidoni, par exemple, aussi. Voilà. Oui, ou Jacques Bertin, par exemple. Oui, voilà. que personne ne peut programmer ailleurs. Non, voilà. Et je trouve que c'est bien parce que notre chanson d'aujourd'hui, elle vient de quelque part. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que la nouvelle génération a été beaucoup plus forte que la génération intermédiaire. Elle a su se souvenir. Et je suis content quand je vois Pomme reprendre Dalida. Je trouve qu'il y a plus de snobisme. Et je suis heureux que les francophones... Que les barrières tombent. Alors, Gérard, après des études dans une bonne école de commerce, une grande école de commerce... je ne voulais pas faire ça, je voulais faire journaliste, mais le conseil d'orientation avait dit à ma maman que comme je ne connaissais personne et que j'habitais Brest, je n'avais aucune chance de devenir journaliste. La preuve, il y a des gens, il ferait mieux de se taire parfois. Et vous avez commencé votre carrière comme libraire. Oui. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai terminé mon école, j'ai organisé mon premier festival de rock, comme vous le disiez tout à l'heure. En 79, voilà. Elixir. Voilà. Alors là, c'était au fin fond du Finistère.
à Irvillac. Et voilà, exactement. Irvillac, le 14 et 15 juillet 1979. Voilà. Vous êtes 3. Voilà. Je crois qu'il y a un des cofondateurs qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et il y a deux agriculteurs et moi, et eux apportaient le champ et le hangar qui servait de scène. Et voilà. Et donc ce garçon qui avait ouvert une librairie avait décidé de remonter 2 ou 3, et il m'a appelé. C'était génial parce que je venais de terminer mon école, j'avais pas encore fait un CV, quoi. Et il m'a appelé en me disant qu'est-ce que tu fais à la rentrée? Écoute, j'aimerais qu'on ouvre des librairies ensemble. Alors on en a ouvert 3. Et alors j'étais plus d'ailleurs directeur de librairie que libraire, mais évidemment c'est quand même c'était formidable parce que j'étais en contact avec les auteurs, avec les livres, avec les clients. Enfin voilà, je me suis nourri et comment dire, même cultivé dans une librairie, quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, où est-ce qu'on trouve cette folie, cette énergie pour aller justement prendre des planches, des clous et aller rendre un champ absolument impraticable, une espèce où vous avez fait une espèce de Woodstock à la française, oui, quoi. C'était ça. Avec Dan Arbraz en vedette. Absolument. Non, c'était la première édition, mais il y avait aussi John Martin, il y avait aussi Richard Thompson. Enfin bref, non, mais en fait moi j'étais un fan d'Albert Esner. Voilà, je trouvais que c'était Achetant de tête de bois. Voilà, j'adorais. Il était musicien et il animait une émission de télévision. Harmoniciste ô combien voilà. Émérite. Donc ça, c'était ma première idole. Et puis après, j'aimais le cirque. Et finalement, faire un festival, c'est organiser un cirque, c'est un lieu pendant une semaine, et on démonte et on remonte. Alors, voilà. C'est éphémère et c'est magique. Voilà. Et comme le cirque. Exactement. Donc voilà, et avec mes Legos, ça existait déjà, les Legos, quand j'étais petit, je faisais des cirques, je faisais des scènes. J'adorais ça. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire, parce que mon papa était maçon, ma maman était femme de ménage, donc il n'y avait pas du tout de musique chez moi. Et mais le spectacle, les étoiles, ça me motivait, et je voulais toucher les étoiles, et donc voilà. Et vous avez touché. Je voulais voir les vedettes qui venaient pas chez nous parce qu'on était à l'autre bout du monde, et voilà, moi je voulais voir Leonard Cohen, je voulais voir les Clash, je voulais voir les Cure. D'où le titre de votre livre qui est sorti, je crois, il y a un petit peu plus d'un an, ouais. le jour où les Clash sont venus chez nous. Oui, parce que c'était les éditions GM édition. Voilà, c'était moi, je voulais absolument voir les Clash, et alors je voulais voir Neil Young et Bob Dylan chez nous. Bon, j'ai pas eu les 2 autres, mais les Clash, oui. Les Clash, oui, voilà. Et donc j'ai fait de la voiture avec mes idoles, et c'était sympa. Aujourd'hui, Gérard, vous présidez donc aux destinées et d'une société de production audiovisuelle et de festivals. Nous sommes donc là aujourd'hui pour parler des Francopholies. Sur quels critères établit-on une programmation et comment vous faites? Bon, on se connaît un petit peu, on va pas se mentir, on se connaît un petit peu dans le privé. Et comment vous faites pour toujours rester aussi courtois, aussi gentil aux sollicitations, parce que on est très sollicité, on est directeur de festival, tout le monde rêve de passer aux Francopholies. Vous faites comment pour garder toujours cette courtoisie et cette franchise avec les gens? Ça doit pas être évident tous les matins. Je savais pas que j'étais courtois. Mais bon, moi je suis toujours généreux, je veux toujours en mettre plus, je trouve que c'est formidable. Un festival, moi j'aime bien que les gens repartent en me disant j'ai pas pu tout voir, je reviendrai. Et ça, je trouve voilà. Et j'aime bien aussi que les disciplines, que les générations, que les disciplines, on fait les folies littéraires, on fait J'ai la mémoire qui chante, on fait les folies gourmandes, les Franco Stories, on mélange les disciplines, et je trouve que ça après, bon, voilà, c'est l'éducation de ma maman aussi, je suis courtois, mais en tout cas, je suis toujours... moi, depuis le début des temps, il y a toujours des hommes qui sont montés sur des barriques, sur des fûts pour chanter, et ça, il y a aucun site internet qui pourra le remplacer, et donc j'ai toujours cette émotion-là, quel que soit l'artiste, si ça me fait pleurer, si ça me fait de l'émotion, j'ai envie de partager cette émotion avec les autres. Gérard, je vais vous dire pourquoi. Bon, je n'ai pas l'habitude à ce micro de parler de moi, mais là, je vais 2 minutes déroger à la règle. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup tous les deux, qui est Gérard Davoust. Et Gérard, je lisais la bio d'Enrico Macias qui disait Davoust, quand il me disait non, j'avais l'impression qu'il me disait oui. et je le prenais jamais mal. Moi, en tant qu'artiste, vous êtes venu me voir une première fois, on passait à la Gaîté Montparnasse, vous m'avez attendu à la fin, ce qui est rare, pour me dire là, le spectacle tel que je l'ai vu là, je le prends pas. Mais vous êtes resté pour le dire en face. Et quelqu'un qui vous dit ça, déjà vous le respectez, mais vous m'avez toujours dit si tu fais autre chose, et vous êtes revenu 2 ans après, on en est à notre 3e ou 4e Francophonie, et grâce à vous. C'est vrai, j'ai fait ça aussi avec Gaëtan Roussel, qui était surpris. Je lui dis que son premier spectacle solo, je lui dis écoute, je pense il a vu un très bel article dans Le Monde, et je suis pas d'accord avec l'article dans Le Monde. et c'est vrai que ça a forgé notre amitié. Et vous lui avez dit en face. Ça, ce genre de choses, ça ne s'oublie jamais. Gérard, une question un petit peu tarte à la crème. Votre plus beau souvenir des Franco et votre pire souvenir?
Bon, plus vos souvenirs, il y en a beaucoup. Je dirais d'un point de vue émotionnel, c'est quand Bachung est venu pour la dernière fois, et c'était quelque temps avant sa mort. Ouais. Et vous savez, les Francopholies, c'est en plein air, et il y a plein de choses qui jouent. Enfin, en tout cas, la grande scène est en plein air. C'est-à-dire que si la brise est parfaite, la lumière du soir, le public, la magie. Il y a une cathédrale en plein air qui dépend pas que de l'artiste, qui dépend. C'est tout un mélange. Et ce soir-là, c'était magnifique. Il y avait une tension. On savait qu'on le voyait pour la dernière fois. C'est sublime. Et le concert, en plus, avait failli être annulé. Donc, c'était magnifique. Après, quand j'ai réussi à convaincre Yves Simon de remonter sur scène, quand j'ai réussi à reformer la Malicorne, ça, c'est des bons souvenirs. Diams, qui était une fille qui me touchait particulièrement. Fragile. Fragile, et qui arrivait à faire c'était la première à faire du rap populaire. Et donc, voilà, je trouve que c'était, avec en plus des textes militants, enfin, c'était, voilà. Après, le pire souvenir, c'est des conneries que j'ai pu faire. Je m'en veux d'avoir annulé Orelsan pour des raisons pas du tout d'ailleurs liées à l'artiste, mais parce que à ce moment-là, on m'avait informé que la préfecture allait mettre de plus en plus elle allait mettre des compagnies de CRS. Et moi, je trouve que le festival des Francopholies, ça doit être un festival bon enfant, bien sûr, avec des enfants. On a créé les Franco Juniors. Moi, je veux des poussettes, je veux des couples, de la vie. Et donc, si j'avais vu ce qui se passait à Bourges, il y avait des CRS à cheval, des chevaux de frise. Enfin, c'était un camp retranché. Moi, la musique, ça doit pas être ça, quoi. Et donc, vous l'aviez annulé. Voilà, c'est une connerie. C'est une connerie parce que je pense qu'il faut toujours prendre le côté des artistes. Il faut toujours. J'ai appris qu'il fallait vraiment se mettre du côté des artistes. Et ça, c'est la leçon de. Et vous l'avez toujours été. Depuis, je le suis toujours. Gérard, vous connaissez le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me livrer 3 chansons qui ont compté dans votre vie. Nous allons ainsi nous promener au gré de vos préférences musicales. Je dois avouer que votre premier choix ne m'a pas beaucoup étonné. Vous avez choisi dans l'album Bretonne. Alors par contre, une poétesse que je ne connais pas. Vous avez choisi dans l'album Bretonne un titre de Nolwenn Leroy. Je vais prendre mes notes parce que je Carantesvro. Voilà, je parle assez mal le breton, ce qui veut dire de la traduction, ce qui signifie l'amour du pays. Voilà. L'amour du pays. Alors une grande poétesse, une espèce Angela Duval. Voilà, Angela Duval, une Pierre Jacques Elias en jupon. Plus roots, parce que... Plus roots encore. Oui, Pierre Jacques Elias, c'était comme enseignante. Elle, c'était vraiment une paysanne, quoi. Et puis en plus, elle a disparu au moment où Pierre-Jacques Elias, elle est décédée en 1980, et Cheval d'Orgueil de mémoire 75, je crois, c'est ça. Ah bah oui, et donc moi, cette chanson de Nolwenn, je l'avais écoutée sur l'album Bretonne, sans jamais en comprendre les paroles, donc je suis allé un petit peu me renseigner. Qu'est-ce qui vous touche dans la voix de Nolwenn Leroy ? J'ai un souvenir de Francophonie avec Nolwenn Leroy en 2012. Elle était chez vous au Franco, c'était un concert magnifique. Et qu'est-ce qui vous touche chez elle, et qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson en particulier ? Bon, alors, ce qui me touche dans cette chanson d'abord, j'aurais adoré prendre Alan Stivell, mais je me suis dit qu'il fallait prendre plus large. Oui. Et Alan Stivell, c'est mon idole, c'est ma tour Eiffel. Enfin, nous, on était des ploucs. Hein. Vous savez que le mot plouc vient de chez moi, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre 14, les femmes, tous les hommes étaient morts à la guerre, donc les femmes venaient chercher du travail à Paris. Il y avait des hommes qui les attendaient pour leur proposer du travail, concierges, prostituées, femmes de ménage. Et comme elles arrivaient dans leur tenue bretonne, tiens, voilà les ploucs, parce qu'elles arrivaient de Plougastel, de Plougarneau, c'était ça vient de là. Voilà. Et donc, moi, je suis un plouc. On était un pays vraiment très arriéré, la Bretagne. Et tout d'un coup, Stivell est arrivé, et tout le monde a chanté Stivell. Stivell était à l'Olympia. Et voilà, d'un coup, on est fiers d'être bretons. Premier album produit par un certain Gérard Davoust chez Philips. Absolument. Donc, voilà. Et donc, il a mis la musique celtique comme Ravi Shankar. Enfin, voilà, oui. C'était la première star mondiale bretonne. Et donc, Nolwenn, je trouvais que c'était bien aussi parce que il n'y avait pas beaucoup de personnes la vague Stivell, à un moment donné, s'est épuisée. Bien sûr. Et Nolwenn a remis ses chansons. Il y a eu Dan Arbras qui avait représenté la France à l'Eurovision. Oui. Absolument, avec une chanson sur les enfants. Oui. Et comment dire, non, bien sûr, Dan Arbras et l'héritage des Celtes. Mais Nolwenn, elle devenait nationalement populaire. Bien sûr. On n'a pas pensé que c'était une chanteuse bretonne. Et cette chanson, elle me touche particulièrement parce que c'est vrai que on est toujours attaché à ses racines, plus qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Et ouais, évidemment, je suis breton. Et donc, cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui est malheureuse parce qu'elle ne veut pas quitter sa terre.
terre et suivre son amour. Je ne sais pas si je ferais aussi bien qu'elle, mais en tout cas, elle préfère garder sa terre, ses racines, plutôt que de suivre son amour. Voilà, donc c'est une chanson. Et je trouve que Nolwenn l'interprète magnifiquement bien. Je trouve que c'est une très très grande chanteuse, Nolwenn. Voilà, et alors le hasard fait que ce que je ne savais pas, c'est que nous sommes nés dans le même village qui s'appelle Carsin-Plabennec. Et un jour, ça crée des liens. La ville de Carsin-Plabennec a voulu remettre 2 médailles, une à Nolwenn et une à moi. Voilà, donc comme ça, comme j'ai découvert les relations finalement locales que nous avions. On n'est pas nés la même année, par contre. C'est qui est dommage. Oh, il y a quelques années de différence, très peu. On écoute Nolwenn. Ik kon verhalen zo grisen, bouwen wij wonkies e dugan, raken sie was on Niagaren, negare que pesagaran, on agari met a herju, armor you don arbor you per, on negari met a messiu, messiu ken ker va breisizer. Le choix de Gérard Pont dans les refrains de son cœur. Et Gérard, vous écoutez, vous respirez de la musique depuis maintenant 67 printemps. Vous avez jamais pensé à écrire des textes de chansons ou à composer de la musique ? Composer de la musique, non, mais écrire des chansons, des chansons, oui. Oui, ça, c'est un rêve. Alors, pour le coup, voilà, c'est vrai que j'en ai écrit, j'adore les mots, j'adore le vocabulaire. Vous les avez montrés à des éditeurs? Là, pour l'instant, c'est pour vous. C'est vraiment... voilà, mais je trouve que c'est vraiment un art difficile, mais en même temps superbe, quoi. La musique des mots, c'est quelque chose de chouette, quoi. Je trouve ça... Je trouve que une phrase, ça doit chanter, quoi. Et même quand on l'écrit une lettre. Et donc, oui, non, ça, je trouve que c'est un art difficile, mais que j'adore. Donc c'est pour bientôt. Donc là, maintenant, vous allez avoir un petit peu de temps. Vous allez avoir un petit peu de temps. Vous me posez une question. Non, mais en plus, alors pour le coup, quand je relis les choses que j'écris, des fois, je me dis waouh, bah dis donc, je me surprends même que ce soit moi qui l'ai écrite, quoi, cette chanson. Ah, donc c'est bien. Enfin, c'est bien pour moi. Gérard, je reviens 2 secondes à la magnifique chanson que l'on vient d'entendre. Nous sommes sur RCJ, une radio cultuelle et culturelle. Vous êtes vous aussi attaché à la valeur et à la tradition de la mémoire. C'est important pour vous de dire qui vous êtes. Parce que nous, c'est des valeurs qu'on partage ici. Et plus que jamais en ce moment. C'est drôle, quand j'ai choisi cette chanson, je dirais que c'était pas par hasard, quoi. Je trouvais qu'il y avait des valeurs qui étaient quand même assez proches de s'attacher à des terres, et quel que soit d'ailleurs le peuple. Hein. Oui. Mais et oui, je trouve que c'est important de savoir d'où on vient. Et moi, alors, je suis très malheureux qu'on ait perdu notre langue, quoi. Elle survit, mais une langue, c'est un patrimoine. Voilà, et quel que soit le nombre de personnes qui... Et c'est vrai que je pensais à ces mamans qui, après-guerre, devaient parler à leur petit bébé dans une autre langue que leur langue maternelle. Et je trouve que c'était douloureux, quoi. Et il nous reste les chansons, heureusement. Vos enfants, vos filles parlent le breton ? Non, parce qu'ils sont nés à Paris. Mais moi, c'est la langue maternelle, qui est une langue que je n'aime pas particulièrement. Hein. Je veux dire, mais c'est la vôtre. Mais c'est la mienne, et je trouve qu'elle a des mots à elle, et qu'elle raconte surtout notre peuple, quoi. On est le peuple breton. On est différent des Marseillais, on est différent des Basques. On a une langue qui n'est pas du tout un argot. Une richesse. C'est une langue qui a l'air plus proche de l'anglais que du français. Et oui, je trouve que c'est une culture. D'ailleurs, on voit bien la force de la culture bretonne, et qui aussi se transfère dans les caractères peut-être la mer, le vent, voilà. Mais on est un peuple de travailleurs, de bâtisseurs, de fierté, d'orgueil même. Le cheval du même nom. Exactement. Et d'ailleurs, les costumes bretons sont des costumes d'orgueil, quoi. C'est des costumes qui se portent droit. C'est des choses que l'on porte, effectivement. Voilà, qu'on porte droit, fier comme un bar tabac. Gérard, votre deuxième choix, quelqu'un qui a marqué le début des années 70,
qui continue contre vents et marées à produire un album tous les ans ou tous les 2 ans. On peut d'ailleurs saluer son label, tôt ou tard, qui continue à le tenir à bout de bras. Et c'est Dick Engarn. Et Dick Engarn, son premier album, qui porte le titre de Sacré Géranium, Sacré Géranium étant une des chansons phares de cet album, un album donc sorti en 1974, ça fait vraiment partie de ces gens que vous continuez, on parlait de Nicolas Perrac tout à l'heure, de ces gens qu'on voit plus beaucoup. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu à Bourges, Dick Engarn, il y a 2-3 ans, vous l'aviez programmé. C'est moi qui avais aussi insisté. Et il vous inspire quoi, ce Dick Engarn? Il est complètement loufoque comme type, il est très étonnant. D'abord, c'est le premier concert que j'ai organisé dans ma vie. D'accord, Dick Engarn. Donc si j'avais perdu un peu d'argent, j'avais pas d'argent, hein, donc j'ai risqué en me disant j'espère qu'il va y avoir assez de monde pour payer et j'ai gagné un peu d'argent. Bon, donc du coup j'ai fait un deuxième concert. Bonne pioche. Et sans Dick Engarn, je serais pas là. C'est-à-dire que si le premier concert n'avait pas marché, j'aurais arrêté de faire des concerts. D'accord. Donc ça c'était avant mon festival. Le premier concert que j'ai organisé dans ma vie, c'était Dick Engarn. Et j'ai trouvé que ce garçon était toujours pareil, enfin justement jamais pareil, mais à chercher des choses originales, à la fois vouloir être reconnu, mais pas sur les mêmes bases que les autres. Refusant même la notoriété à une certaine époque. Mais la regrettant d'avoir refusé parfois. Enfin, donc très complexe. Très complexe, mais voilà, c'est un et là aussi on revient à la langue. C'est un Hollandais, mais il maîtrise la langue comme personne. Il maîtrise le français comme personne. Il a quand même grandi, donc fils de diplomate hollandais. Il a quand même grandi et fait ses études à Bruxelles. Oui, c'est vrai. Bruxelles, dont il est citoyen d'honneur grâce à cette magnifique chanson. Et ça fait plaisir justement que Angèle ait repris Bruxelles. Voilà, et il y a par exemple une version de Mathieu Bogart qui s'appelle Les Tchèques et qui est superbe. Enfin, il manipule le verbe. Oui, je pense qu'on doit s'appeler au moins une fois par mois. Et parfois, je me dis, waouh, encore Dick Engarn, qu'est-ce que il veut quoi? Oui, voilà, mais j'ai une chance inouïe. J'ai une chance inouïe d'avoir cette relation avec ce poète, ce garçon un peu particulier, hors norme. Et je trouve que voilà, c'est un artiste complet. Il écrit, il chante, il fait même un album. Il a même fait un album instrumental. Il a fait avec des orchestres, avec il peut surprendre. Enfin, moi, je me souviens au théâtre Jacques Coeur à Bourges. On attendait tous Bruxelles à la fin du concert. Il l'a fait au cornet à piston. Il y avait un petit côté dadaïste là-dedans. Un petit côté... Vous êtes venu pour cette chanson-là, je vais vous la faire, mais pas comme vous voulez. Oui. Bon, la salle avait été un petit peu... Il y a de la provocation et en même temps, je dis, encore une fois, c'est un être humain normal parce qu'il il refuse la notoriété, puis en même temps, il l'aimerait. C'est dans sa manière de se définir aussi. Voilà. Il ne veut jamais dire qu'il est homosexuel. Il est pédé. Oui, il est pédé. Et je ne sais pas s'il le dit ou s'il le dit pas. Il le dit ouvertement. Enfin, il y a quelque chose et réfutant donc l'appellation homosexuelle et préférant l'autre appellation. C'est pour moi un grand ourson tendre et tellement talentueux. Voilà, tellement talentueux. Et je suis tellement heureux. Je parlais tout à l'heure là encore une fois que la jeune génération le reprenne. Quoi, ça c'est top. Quoi. C'est tout un album de gens de gens extrêmement talentueux qui lui ont rendu hommage il n'y a pas très longtemps. Et donc je suis heureux d'avoir ce bout de chemin avec lui. Voilà. On l'écoute, Sacré Géranium, c'est parti. Sacré Géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Dick Engarn, Sacré Géranium, le choix de Gérard Pont. Gérard,
Vous nous parliez tout à l'heure de ces artistes que vous continuez à vouloir programmer, à vouloir continuer à faire découvrir, comme c'est un vrai travail de passeur, que ce travail-là de mettre à l'affiche des Dick Angarn, des Nicolas Perrac, des Charles Dumont. Une fois, je me souviens avoir bavardé avec vous et vous m'aviez dit, mais moi, j'aimerais mettre Jean-Jacques Debout. Et l'été d'après, il était au Francophonie. Ouais. C'est un devoir de mémoire à votre adolescence, ça ? Oui, puis aussi, je trouve que ces gens-là ont leur place aux Francopholies, quoi. Je suis pour le jeunisme et Luigi, Nino, Jaja et Dinas, tout ça. Moi, je suis pour. Aya Nakamura, j'en suis fan. C'est pas du tout la question. Mais n'oublions pas, il y a plein de grands festivals qui ne programment jamais ces artistes-là. Et donc, je trouve qu'ils ont le droit d'avoir leur vitrine aux Francopholies. Et Guidoni, il y a 2 ans, c'était magnifique. Comment ? Oui, Jean Guidoni. Mais il y a que vous pour le faire. Hein. L'an dernier, on a fait Sheila. Et depuis, je sais pas si vous avez vu, mais Sheila est devenue très très fréquentable. Quoi. Tout à fait. Je crois que je m'en souviens bien du concert de Sheila. Non, mais le président lui a remis une médaille, la ville lui a remis une médaille. Elle passe sur les radios nationales. Elle est devenue tendance. Alors que et c'est normal, c'est mérité. C'est une chanteuse populaire qui a fait qui a interprété de très bonnes chansons. Et je trouve légitime que ces artistes-là. Et c'est formidable, c'est que personne n'en fait le reproche. Quoi. Personne ne dit mais pourquoi tu programmes ? C'est cohérent. C'est-à-dire que les Francopholies, c'est la chanson francophone et du garçon ou de la fille qui vient de Nouméa ou de Québec en passant par le Sénégal et la Bretagne. Tout le monde a sa place. Mais Gérard, c'est d'autant plus cohérent que les gens sont là, le public est là. Et vous les inventez pas. Vous parlez de Sheila au Grand Théâtre, c'était blindé. C'est génial. Et je suis heureux, et je trouve que c'est... Vous savez, on s'inspire tous, quoi. Voilà, je pense que tous les chanteurs d'aujourd'hui s'inspirent de Brel, de Brassens, inconsciemment ou consciemment, d'Aznavour, les pères fondateurs. Des pères fondateurs. Et il reste, je pense à Michel Bernard, il y a tellement d'artistes qui justement ont été dans ces années 70 extrêmement importants. Georges Chelon, moi je suis très fan de Georges Chelon. C'est marrant que vous en parliez. J'aurais bien aimé Daniel Guichard. Enfin voilà, tout ça c'est des gens qui... Je pense qu'ils n'attendent que votre appel. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je garde une case, ce que j'appelle à La Rochelle, qui s'appelle mes collections particulières. Que vous garderez même quand vous ne serez plus directeur. Quand je serai plus directeur, absolument. Voilà, les jeunes gens m'autorisent à avoir une case, enfin une salle où je pourrais programmer les artistes que j'aime. Voilà. Gérard, on continue notre promenade et on quitte la chanson française pour une star, une légende, entre autres de la musique country. C'est Johnny Cash. Un Johnny Cash dont le film... dont le fils vient d'exhumer Songwriter, un album de chansons qu'on vient de découvrir, je crois qu'il y a un mois, c'était il n'y a pas très longtemps. Johnny Cash, des tas de gens l'ont découvert grâce au film Walk the Line en 2005. Qu'est-ce qui vous fascine chez cet homme en noir ? Alors d'abord, c'est la chanson, là aussi. Je suis un grand fan de Johnny Cash, mais la chanson, elle dit, ce refrain est formidable. Alors la chanson, on va le dire, Me and Bobby McGee. Voilà, qui est une chanson de Chris Christopherson. Voilà. Et elle dit la liberté, c'est quand on n'a rien à perdre. Et c'est vachement dur d'avoir rien à perdre. C'est vachement dur d'avoir rien à perdre. De Christopherson et de Fred Foster. Ah, alors vous m'apprenez. Et vous connaissez l'histoire de cette chanson ? Non. Alors si je suis bien renseigné, je parle vraiment au conditionnel. Il semblerait que Bobby McGee était en fait une femme qui s'appelait Barbara, que c'était l'assistante d'un ami du parolier Fred Foster, et que Fred Foster, quand il disait qu'il allait voir son ami, en fait, il allait voir convoler en injuste noces avec cette Barbara, qu'il avait surnommée pour sa femme et pour un nom de code. C'était Bobby McGee. Donc c'était une blague entre eux. Ouais. Tu viens voir Bobby McGee, il venait passer une après-midi crapuleuse avec Barbara. Ça, je ne savais pas. Mais moi, je suis très fan du refrain qui dit voilà, la liberté, c'est quand on n'a rien à perdre. Puis j'adore les États-Unis. Et moi, je suis un fan de country. Oui. Johnny Cash, je l'aimais avant justement qu'il y ait ce phénomène de mode. Et c'était considéré comme plouc. Là, à Noël, je suis allé à Nashville et à Memphis. Enfin, voilà, j'adore la country. Je suis heureux que Beyoncé fasse un album en country. Je suis heureux que, même si ça me touche pas, que Taylor Swift vienne de Nashville. Voilà, la country, c'est quelque chose je trouve, c'est l'Amérique, quoi. C'est l'Amérique des grands espaces. Et voilà, j'aurais pu vous parler de Neil Young, j'aurais pas parlé de Johnny Cash. Et donc, oui, j'adore rouler aux États-Unis en écoutant de la country. Ce qui est marrant, c'est que cette chanson,
façon, sa version la plus connue, c'est celle de Janis Joplin. C'est elle qui l'a fait connaître. Je sais. Alors, il n'y a qu'une version de Johnny Cash En public. au Danemark. Ouais, exactement. Bravo, vous avez bien travaillé. On l'écoute. Here's a song I just like to sing 'cause it's a good song for singing. Busted flat in Baton Rouge, waiting for the train, feeling about as faded as my jeans. Bobby flagged the diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans. And then I pulled my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With the windshield wipers flapping time and Bobby's hand in mine, we finally sung up every song that driving you. Let me hear you call. Freedom's just another word. Me and Bobby McGee, le Johnny Clash, le choix de Gérard. Gérard, vous imaginez qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, on pourrait passer des soirées. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et quand on se rencontre, généralement, on parle musique vraiment souvent. On parle musique vraiment, mais vraiment longtemps. Là, c'est vrai que c'est un petit peu court. Gérard, je rappelle votre actualité. Pour les gens qui veulent mieux vous connaître, l'Élixir, le jour où les Clash sont venus chez nous, c'est CGM Éditeur. On le trouve toujours. Un livre extrêmement bien. Il y a une icographie qui est absolument géniale. Ça raconte de 79 à 85. Un livre extrêmement touchant. Voilà, extrêmement touchant. Bon, on va vous souhaiter de bonnes Franco. On vous demande pas où vous serez du 10 au 14 juillet. Non. Une toute dernière question, Gérard, que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau et pas gâteau? Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? C'est la rencontre avec... moi, je dis toujours que je m'appelle Pont et que je suis une passerelle entre le public et les artistes. Donc, c'était un peu mon rêve. Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait. C'est quand même formidable de côtoyer le public et de côtoyer les artistes, d'être de cette passerelle. Ça, c'est vraiment génial. C'est une émotion incroyable quand je suis sur le bord de la scène et que j'ai fait un mariage et que ce mariage est réussi. Fonctionne. Me dépasse. Et ça, c'est fort. Alors, il pourrait peut-être avoir lieu 15 km plus loin. Hein, mais là, il a lieu là, sous mon impulsion. C'est très mégalo, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. C'est pas mégalo, c'est juste super émouvant de vous entendre le dire. Je vais vous demander de me faire une seule promesse. Le premier artiste qui vous enregistre un de vos textes, dans les mois qui vont venir, vous venez nous en parler ici. Promis ? Avec plaisir. Merci beaucoup Gérard, et bonne Franco à vous. Merci Frédéric. Merci.